Merci à toute l'équipe de Passeurs d'images. Merci au cinéma Le Palace et à ce si beau lieu de nous accueillir. Et voilà, je suis vraiment très, très heureuse de participer à ces rencontres cette année. C'est vraiment une très belle occasion pour moi et un grand plaisir de partager effectivement ces quelques recherches avec vous sur cette question de l'éducation à l'image, du rapport, l'éducation à l'image et par l'image, de ce rapport aux émotions qui nous concernent tous, que l'on soit professionnel du cinéma, enseignant-chercheur ou spectateur, personne en formation. On est tous concernés par ce sujet. Et j'ai donc effectivement répondu à la proposition d'Anne en allant chercher un petit peu dans les catalogues, écoles et collèges au cinéma, pour essayer d'articuler mon propos à des préoccupations qui vous concernent tous. Donc j'ai pensé cette intervention un petit peu moins comme une conférence que comme un partage qui est à la fois un partage de réflexion, un partage de lecture, un partage d'extraits de films. On va voir pas mal d'extraits de films dans cette séance, parce que il s'agit pour moi de considérer effectivement que les émotions sont une expérience fondamentale de l'être, qui sont vécues à la fois comme une expérience chaotique, singulière, intime, très très personnelle et unique, mais qui justement, en tant que telle, nous définit dans notre écosystème comme des êtres humains. C'est les émotions aussi qui font qu'on peut partager des choses. Donc partir de cette expérience la plus silencieuse, peut-être la moins formulable, pour voir que finalement, c'est à partir de là qu'à un moment donné, nous pouvons échanger, essayer de partager et justement essayer de nous rencontrer. Alors, je voudrais commencer par vous montrer un court-métrage qui, lui, est hors catalogue, un court-métrage du cinéaste Jazz Anke, réalisé pour les 70 ans du Festival de Venise, donc dans le cadre d'une commande d'un festival de cinéma, de célébration d'un anniversaire de cinéma et d'un hommage au cinéma, que Jazz Anke traduit justement en termes de cinéma autour de la question de l'émotion, puisqu'il raconte l'histoire d'une spectatrice émue par un certain nombre de films. Donc on va commencer par le premier extrait, s'il vous plaît. 一种无可奈何的心境，在这破败空虚的城墙上。我变了吗？假如现在我叫你跟我一块儿走，你也说随便我吗？真的吗？
Merci. Alors, si je tenais à commencer par ce court-métrage, c'est que pour moi, il concentre un certain nombre d'éléments. Il est très, très bref. C'est un film qui date de 2013, qui dure 2 minutes 30, et qui concentre à la fois des choses sur la question de l'émotion esthétique, de l'émotion amoureuse, mais aussi qui pose la question de l'émotion marchandisée. En très très peu de temps et dans des situations qui sont peu développées, dont on a juste des bribes, des situations très déconnectées quasiment les unes des autres, on a effectivement un personnage de jeune femme qui est émue par les films qu'elle regarde et on voit cet échange entre ce qu'elle regarde sur l'écran et les effets que cela produit en elle, et notamment cet effet des larmes sur son visage, en écho parfois avec les larmes des acteurs qu'elle regarde. On voit comment Jazanke utilise les dernières technologies, téléphones portables, tablettes ou différents écrans, pour créer un lien justement entre l'émotion esthétique et l'émotion amoureuse. C'est désormais au même endroit que ces deux émotions ont lieu et peuvent se rencontrer. C'est au même endroit que la jeune femme est émue par les images des films de l'histoire du cinéma qu'elle découvre, ou qu'elle est émue par l'image de son compagnon qui la fait rire ou qui lui sourit à distance. Donc cet effet du cinéma désormais entré dans nos usages les plus quotidiens et les plus intimes. Mais aussi comment le film aboutit dans cette scène finale, dans ce lieu qui ressemble à un centre commercial, où les personnages circulent sur des escalators, dans un mouvement automatisé de leur corps, qui aboutit dans cette projection organisée en plein air d'un film du patrimoine chinois, projeté, lui, en format pellicule, en grand écran, découvert par des spectateurs interpellés sur leur passage, qui s'arrêtent pour regarder cet écran, où une scène amoureuse se déroule, là aussi, et comment cette scène où un personnage... la question de la séparation se pose, la question du départ et de partir ensemble se pose, va aussi faire écho à la situation du jeune couple qui s'est retrouvé et qui a ensemble descendu les escalators. Donc je trouve que de manière très très condensée, Jazanke nous dit beaucoup de choses sur la manière dont le cinéma travaille nos émotions, nous aide à les construire et nous aide à nous construire aussi en tant que sujet, dans ce va-et-vient permanent entre l'expérience intime, l'expérience du quotidien et l'expérience du spectateur qui, je pense, en tant que coordinateur, enseignant, intervenant dans les écoles ou les collèges, vous concerne vis-à-vis des élèves ou des enfants avec qui vous travaillez. Donc voilà, je voudrais partir de cette idée de l'émotion comme étant effectivement ce qui met en mouvement, ce qui fait bouger les spectateurs, ce qui les fait travailler, donc ce qui les fait penser, pour voir comment fonctionne cette articulation entre mouvement, pensée et émotion, tout en se disant sans cesse que s'il y a une difficulté à penser l'émotion, ou parfois une espèce de paradoxe, c'est que c'est à la fois un commencement et une fin, l'émotion. C'est-à-dire que c'est ce qui nous fait démarrer un geste, ce qui nous fait démarrer un mouvement. C'est au commencement de tout, au commencement du désir, au commencement de l'envie, au commencement de la crainte. Voilà, ce premier élément d'émotion. Mais ça peut aussi être un aboutissement, ça peut aussi être une fin. Et qu'on est dans ce va-et-vient entre un début et une fin, une origine et un aboutissement avec l'intention, avec l'émotion. Pardon. Alors, je travaillerai sur les films suivants. Je vais essayer de questionner différents aspects, différentes figures de l'émotion avec ces films. Et j'ai choisi à la fois des films qui mettent en scène des acteurs et des films d'animation. Donc je travaillerai sur Où est la maison de mon ami d'Abbas Kiarostami, 1987, La petite vendeuse de soleil de Djibril Diop Membeti, 1999, Persépolis de Marjane Satrapi, 2007, Le Havre d'Aki Kaurismäki, 2011 et Adama de Simon Rouby, 2015.
bon, évidemment, il y a énormément de théoriciens, de philosophes, de penseurs et de théoriciens du cinéma qui nourrissent ma réflexion. Et il y a aussi tout ce que je n'ai pas lu sur ce sujet qui est extrêmement vaste et complexe, sans compter le champ de la psychologie, le champ des neurosciences qui a aussi énormément développé de réflexion sur l'émotion. Du côté de l'esthétique et de la philosophie, il y a un premier élément qui est une sorte de méfiance à l'égard des émotions, dans le sens où très souvent la philosophie ou l'esthétique nous invite à nous méfier des émotions, en se disant que les émotions finalement ne produisent rien de très positif et qu'il y a une assez mauvaise réputation de l'émotion. J'ai trouvé une citation de Michel Collot qui dit ceci: l'émotion a mauvaise réputation. Collective, elle se prête à toutes sortes de débordements et de manipulations au profit parfois des idéologies les plus dangereuses. Individuelle, elle implique une perte de maîtrise, une aliénation de soi et de l'autre. Nuisible politiquement et moralement, elle est désastreuse en poésie. L'expression sans retenue des émotions, croyant atteindre la singularité et l'authenticité, reproduit en général les pires stéréotypes, faute d'avoir soumis ce qui est vécu et ressenti à la moindre élaboration. Malfamée, prostituée sur les écrans petits et grands, elle est pourtant la compagne des poètes les plus distingués qui se réfèrent à elle comme à la source la plus profonde de leur œuvre et comme à sa visée la plus intime. C'est une émotion qui les pousse à écrire et qu'ils cherchent à produire. Liée au départ à l'expérience de la vie, elle se transforme en arrivée, en émotion esthétique. Donc voilà cette tension que je trouve extrêmement intéressante. D'un côté, quelque chose d'une perversion de l'émotion. Michel Collot est assez agressif à l'égard du cinéma en disant, en gros, c'est le cinéma et la télévision qui prostituent le plus les émotions, hein, qui la dévoient le plus, qui l'utilisent à des fins évidemment marchandes, mais aussi à des fins manipulatrices, mais qui en même temps souligne la nécessité des émotions pour les artistes, pour l'art, pour l'expression artistique, dans la production d'une émotion esthétique. Alors dans l'histoire du cinéma, l'émotion elle est toujours là. Elle est là dès le début. On a toujours parlé des émotions chez les théoriciens et penseurs du cinéma. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la rencontre dans Pierrot le Fou entre Pierrot, Ferdinand, Jean-Paul Belmondo et Samuel Fuller au début du film, dans cette soirée chez les beaux-parents de Pierrot, où Pierrot passe de salle en salle, traîne son ennui, écoute des discussions justement sur la publicité, les voitures, les produits de beauté, tous ces objets qui ne l'intéressent pas. Et finalement, il tombe sur un type qu'il ne connaît pas, un Américain. Il demande qui c'est. Et on lui dit c'est Samuel Fuller, c'est un cinéaste américain. Et là, Pierrot dit mais ça c'est formidable, j'aurais toujours voulu savoir ce qu'était le cinéma. Et à cette question, Samuel Fuller répond un film est un champ de bataille, l'amour, la haine, l'action, la violence, la mort. En un mot, l'émotion. Donc voilà, en 1964, Fuller, dans un film de Godard, finalement, définit le cinéma comme étant l'émotion. Un film, qu'est-ce que c'est ? C'est l'émotion, et ça rassemble tous ces éléments, amour, haine, action, violence et mort. Donc cette définition-là, très, très, très forte, très, très affirmée, je crois que le cinéma aujourd'hui, en 2019, n'a pas fini de l'explorer, que les cinéastes continuent de se poser cette expression, et que les spectateurs continuent évidemment de pleurer et d'être émus. Alors, l'étymologie du mot émotion renvoie, je le disais très vite, à l'idée du mouvement. Émotion, émouvoir, ex movere, qui signifie effectivement être mu, être mis hors de soi, être ému, être hors de soi. Et donc c'est ce mouvement vers l'extériorité que désigne étymologiquement le terme émotion, alors que le mot sentiment renvoie plutôt à une intériorité. Le sentiment, c'est une intériorité qui serait formulable. Sentiment, sentence, on peut formuler le sentiment, le mettre en mots. Le sentiment peut être relaté, raconté, rapporté.
il peut faire l'objet d'un récit. Le sentiment se déclare. On déclare l'amour, on déclare sa haine, exactement comme on déclare une guerre, on déclare un sentiment. Et il y a une dimension quasiment littéraire du sentiment, dans la manière dont justement il va être formulé. Et la littérature a énormément travaillé sur cette dimension de la vie, sur cette dimension sentimentale de la vie humaine. L'émotion renvoie à une dimension plus chaotique, à une dimension présubjective, qui est ce qui, à un moment donné, nous jette hors de nous. Il y a quelque chose de cru dans l'émotion qui impose sa présence et qui est parfois, effectivement, difficile à dire, difficile à mettre en mots. L'émotion crée en moi une sorte de chaos qui fait que non seulement je me sens perdue, mais que je ne reconnais plus non plus très bien le monde qui m'entoure. Et il y a ce double espace chaotique, intérieur et extérieur, dans l'émotion, qui fait qu'effectivement, le sujet a du mal à maîtriser ses émotions, et dans le moment émotif, le monde devient illisible. Donc il y a ce chaos intérieur-extérieur qui fait que, dans le moment d'émotion, on a souvent l'impression d'une contradiction, dans le sens où effectivement il n'y a pas de peur sans envie ou sans curiosité, il n'y a pas de désir sans crainte, et qu'on est sans cesse dans cette tension-là, d'un mouvement vers l'extérieur, mais qui est en même temps un mouvement contraire, un mouvement contradictoire, qui fait qu'on peut s'écarter de l'objet qui nous fascine sans comprendre exactement ce qui se passe, et que le sujet va par la suite, effectivement, apprendre à coordonner ses représentations et bâtir ses affects. Et c'est là que cinéma ou littérature ou toutes les pratiques artistiques aident le sujet aussi à comprendre ses émotions. Alors, je trouve assez intéressantes les propositions de Michel Guérin sur la question des émotions, dans un ouvrage intitulé « La terreur et la pitié », paru aux éditions Actes Sud. Michel Guérin définit l'émotion comme une sorte de carrefour où le moi et le monde sont en équilibre instable. Il écrit ceci: « La réalité de l'émotion, c'est la singulière concomitance d'un effort du moi et de l'envahissement des choses. » Donc, concomitance d'un effort du moi et de l'envahissement des choses. Donc, c'est cette tension, cette espèce de dispute entre l'effort du moi de se ressaisir et de comprendre ce qui lui arrive, et en même temps la manière dont il est envahi par le dehors, qui fait que toutes ces choses qui nous envahissent du dehors nous jettent hors de nous. Voilà, ce mouvement de l'émotion, être ex movere, sorti hors de nous. Alors pour questionner ce mélange d'émotions, d'événements subis et en même temps d'actions voulues, je vous propose de travailler sur un extrait d'Abbas Kiarostami, un extrait d'Où est la maison de mon ami, donc l'extrait numéro 3, s'il vous plaît. Alors, voilà, je trouve que cet exemple met vraiment en image ce sentiment, cette émotion qui met le personnage en mouvement. On a un premier temps dans la cour de la maison avec la mère qui étend le linge. Ahmad fait ses devoirs et il profite d'une de ses demandes pour lui expliquer qu'il a emporté par mégarde le cahier de son ami Nematzadeh et qu'il doit impérativement le lui ramener à l'école, sinon Nematzadeh sera renvoyé. Et il y a un premier échange, un premier moment de colère de la mère qui lui dit « Mais non, mais c'est pas possible, tu peux pas aller à Pocheté c'est beaucoup trop loin, tu dis n'importe quoi, les enfants peuvent pas venir de là-bas dans la même école que toi tu fais tes devoirs et tu bouges pas d'ici. » Et il y a ce mouvement de colère et de violence quasiment à son égard. Elle lui jette un linge mouillé sur le dos. Bon. Et lui, il dit « Bon, d'accord. » Et il se remet à faire ses devoirs
donc rester dans cette immobilité contrainte. Et puis finalement, la mère, au bout de très, très peu de temps, intervient et lui dit « Mais maintenant, va chercher le pain. On oublie les devoirs, va chercher le pain, ton père va rentrer, il faut qu'il y ait du pain. » Et Ahmad se saisit de cette occasion, de cet ordre, pour justement désobéir et obéir à sa nécessité intérieure, à son inquiétude à lui, et partir tout seul, prendre tout seul la direction de Pocheté. C'est très associé à la musique, à ce rythme joué au setar, où le trajet, le geste de l'enfant va être accompagné sonorement, d'abord par ces instruments à cordes, mais où son mouvement se traduit aussi très littéralement dans le paysage, par ce chemin en Z sur la colline. Et cette sortie de la maison, cette sortie du village, qui est le moment où l'enfant sort de lui-même, sort de sa position du fils obéissant, qui prend une responsabilité, endosse une responsabilité, malgré tout, malgré l'inconnu vers lequel il se dirige, malgré la désobéissance à l'ordre maternel, et malgré aussi la peur qu'il ressent. Voilà. Et là, l'émotion, c'est ça, c'est malgré la peur. Malgré la peur, il se met en mouvement. Et il y a cette peur qui pourrait le paralyser, au contraire, finalement, le met en action et produit aussi sur le spectateur un effet affectif très, très, très fort. Et ce chemin en Z, je pense que de nombreux spectateurs qui ont vu le film à sa sortie ou qui le voient s'en souviennent comme étant justement la représentation de l'émotion tracée par le chemin de Ahmad sur cette colline entre les deux villages. Alors je disais que la philosophie ou l'esthétique se sont beaucoup méfiés de l'émotion pour finalement des raisons qui seraient des raisons de banalité. Finalement, l'émotion renvoie aussi à quelque chose qui n'aurait pas la noblesse de l'art ou la noblesse de la pensée philosophique. Mais en même temps, certains philosophes considèrent aussi que l'absence d'émotion pose question. Donc on a à la fois l'idée que l'absence d'émotion, c'est la sagesse. Voilà. L'absence d'émotion, le calme serait le modèle même de la sagesse, et que les émotions nous discréditent et nous perturbent, et donc renvoient à cette dimension négative de l'être, voire même nous trahissent. Mais en même temps, certains philosophes, je pense à Henri Maldinet, considèrent que l'absence d'émotion est un signe morbide, que l'absence d'émotion révèle une tendance mortifère de l'être, alors que l'émotion, au contraire, reflète notre attitude existentielle primordiale, qui est une attitude affective. Donc finalement, il y a deux choses dans l'émotion, qui est d'un côté la dimension pathique et d'un autre côté la dimension pathétique. Voilà. Et donc c'est dans cette dimension pathique que quelqu'un comme Henri Maldinet considère que nous pouvons accueillir ce qui nous arrive tout à coup, ce qui nous émeut, et que nous pouvons en faire quelque chose d'irréductible et de bouleversant. Donc, dans cette disponibilité à la rencontre, dans cette disponibilité au fait d'être ému, l'émotion marque aussi notre capacité à rencontrer de l'inattendu, de l'inanticipable. Et c'est sur cette logique pathique que fonctionnent aussi certains films, dans le sens où l'enjeu du travail cinématographique, du travail de figuration, du travail de montage, est aussi de faire travailler les spectateurs sur de l'inattendu, sur des mouvements imprévisibles qui vont le bouleverser. Alors, parmi les cinéastes et théoriciens du cinéma, Eisenstein a peut-être été celui qui est allé le plus loin dans l'idée d'une construction théorique des émotions. Et dans une théorie du montage,
associé à une production émotive. Vraiment penser le cinéma comme étant ce qui va produire des émotions sur le spectateur et qui donc par là va construire de la pensée et va former les spectateurs. Eisenstein disait « La mission de l'art est de révéler les contradictoires de l'existence à travers le bouleversement intérieur que connaît l'homme, à travers le rebondissement mécanique de passions opposées les unes aux autres. Il faut forger de manière émotive la notion intellectuelle et exacte et créer la vision vraie. » Donc voilà, forger pour Eisenstein de manière émotive. Donc cette ambition quasiment, très, très constructiviste, de construire la pensée du spectateur par un montage qualifié d'émotif, donc à travers différentes figures de montage que Eisenstein va élaborer. L'idée, c'est vraiment de penser une science de l'émotion. Dans le film Sa forme, son sens, ce qu'écrit Eisenstein, c'est vraiment l'idée que selon les intensités de lumière, selon les intensités de mouvement, selon la durée et le rythme des plans, le cinéaste et le monteur ont cette capacité à produire certains types d'émotions, en jouant sur les degrés de luminosité, en jouant sur les vibrations des mouvements dans le plan, en travaillant très précisément la sensibilité de l'image ou le degré d'éclairage, produire un certain effet émotif sur les spectateurs. Donc c'est toute la théorie du montage tonal chez Eisenstein, qui joue effectivement sur des confrontations de choses qui s'opposent, de rythmes qui s'opposent, de lumière qui, par moments, vacillent ou se contredisent entre elles. Donc, cette volonté de produire des émotions, elle est toujours là dans l'histoire du cinéma, et elle a des descendances variables. Hitchcock fait aussi partie des cinéastes qui ont énormément pensé la possibilité de produire un effet sur le spectateur. Hitchcock se qualifiait lui-même comme un directeur de spectateurs plutôt que comme un directeur d'acteurs. Donc diriger des spectateurs, c'était diriger leurs émotions, diriger leurs pensées, diriger leurs émotions. Et on voit toujours aujourd'hui dans le cinéma contemporain comment, en tant que spectateurs, nous pouvons être manipulés par des films, nous pouvons être pris en otage dans les émotions que provoquent certains films en nous. Alors l'histoire du cinéma a connu une période dans les années 50 où les cinéastes ont été particulièrement méfiants à l'égard des émotions. Cette période, à partir des années 50 et puis jusqu'à la fin des années 70, où les cinéastes dits de la modernité ont pris leur distance avec les émotions et ont voulu justement produire un cinéma le plus dépouillé, le plus faiblement narratif possible, le plus lacunaire, sans psychologie des personnages. Et c'est un cinéma qui a rencontré assez peu de public, d'ailleurs. Il y avait peu de public, ou un public parfois perplexe, ou un public en colère. Et un public en colère justement parce qu'il n'y avait pas d'émotion. C'était ce qui était reproché parfois à ces films, d'être un cinéma froid ou un cinéma désaffecté. Alors, je voudrais revenir un tout petit peu là-dessus. Je pense à des cinéastes comme à un moment donné, ou à certains films à un moment donné de Jacques Rivette, de Marguerite Duras, de Rob Grillet ou d'autres, ou à certains films à un moment donné de Wenders, qui n'ont pas permis au spectateur de consommer des émotions, comme le spectateur pouvait en avoir l'habitude, des émotions qualifiées parfois d'émotions de masse. Effectivement, le cinéma a pu faire partie des moyens d'expression qui ont été stigmatisés parce qu'il produisait cette émotion de masse. Scott Fitzgerald disait du cinéma, ou critiquait plus exactement le cinéma, pour son pouvoir le plus scintillant et le plus vulgaire, disait-il, d'être un art incapable d'exprimer autre chose que les sentiments les plus communs, les émotions les plus communes.
Voilà, donc ce reproche qui a été fait au cinéma, je cite ici Scott Fitzgerald, j'aurais pu citer Antonin Artaud, j'aurais pu citer d'autres auteurs qui font des reproches comparables au cinéma. C'est cette question, ce problème de l'émotion de masse, qui est là dès le début, qui est là avec Griffiths, qui est là aussi avec Eisenstein, mais d'une autre manière, qui est là, je le disais, avec Hitchcock, et qui est toujours là aujourd'hui. Et si le cinéma moderne a pris en horreur cette émotion de masse, ou ces émotions communes, ce n'est pas seulement parce qu'il désirait travailler pour un public minoritaire ou élever le cinéma à un autre rang d'art, c'est aussi qu'il y avait une nécessité d'exprimer d'autres degrés d'émotion, d'autres niveaux d'émotion, peut-être plus subtils, plus rares ou plus difficiles à exprimer au cinéma, et des émotions qui ne seraient pas seulement la peur, le rire ou les larmes, pas seulement le gros plan le gros plan avec la larme qui coule sur le visage, dans lequel le spectateur est presque mangé par le visage de l'acteur, pas seulement l'image de la violence, mais aussi la possibilité au cinéma de revenir à quelque chose de plus intérieur, de plus silencieux et de plus discret. Alors celui qui a peut-être, je trouve qu'il a peut-être le mieux écrit sur cette question d'une émotion d'un autre registre, c'est Pascal Bonitzer, dans un article intitulé « Système des émotions ». Système des émotions se trouve, est publié dans Le Champ aveugle, aux éditions des Cahiers du cinéma. Et Bonitzer, il note notamment la manière dont, au cinéma, l'effroi a souvent été lié à une manipulation terroriste du gros plan, à une montée vers l'avant-plan de l'action pour inquiéter justement les spectateurs, qui, dans la proximité du gros plan, sont, dit-il, terrifiés par le visage horrible, par le bouton de la porte tournant lentement. Et on a tout de suite des images qui nous viennent avec les mots de Pascal Bonitzer. Et effectivement, les metteurs en scène du gros plan ont souvent été ceux des émotions les plus fortes. Alors, je voudrais, en réponse à cette réflexion de Bonitzer sur la manière dont le cinéma moderne a défait ces émotions de masse, ces émotions organiques au profit de plans d'émotions plus subtils, ou plus grands ou plus petits, travailler sur un extrait de film de Djibril Diop Mambéty, qui est La petite vendeuse de soleil. Je situe rapidement l'extrait. Le film raconte l'histoire d'une petite fille qui, dans les rues de Dakar, vend des journaux, le journal Le Soleil. Dans ce travail de rue, elle vend des journaux pour aider sa grand-mère qui est aveugle. Et donc, dans ce travail où elle essaye de gagner un petit peu d'argent, elle a tout un réseau social d'autres vendeurs de rue qui, comme elle, sont des gens ou en situation de handicap ou les plus déshérités qu'ils soient. Et elle est témoin de très nombreuses injustices. Donc, il y a à la fois un rapport à l'espace urbain dans ce film, un rapport à différentes institutions et un rapport notamment à la présence des policiers dans la rue qui la connaissent et avec qui elle entre assez souvent en interaction. Et donc je vous montre une scène où elle va se faire arrêter par la police et qui pour moi renvoie vraiment à la manière dont le cinéma peut, sur quelque chose qui pourrait être dramatique, au contraire, atténuer les effets possibles du cinéma pour permettre à un autre niveau d'émotion de se construire. wecc ma
Sini ñaari junni yi foo ko jëlee. sama doom dama dul naqari nga liggéey bu toll nii xam nga jaaduwul te yow temps yi rek laa la gisoon nga nekk ak benn maire jabaru yonent bi toog ci wetam di yelwaan xam nga dama lay yóbbu. loolu du sa affaire sama affaire la. waaw déet xanaa xamoo koy waxal man alkaati laa ngay wax ak man nii. alkaati loolu du sa affaire sama affaire la. kon nañ dem ma yóbbu la. nañ dem. aha nañ dem. waaw d'accord nañ dem bon maa ngi ko yóbbu. nga niru ba. nañ dem. nañ dem. police a ngi nii. yow kilifa gi alkaati bii taxaw moom moo ma jiñ sàcc te man damay jaay soleil. yow léegi na ngay jaay soleil. waaw waaw damay jaay soleil sama dossier ngi nii. waaw gis na ko gis na sa chantier bu rafet bi mais xaalis bi nga yore bare na trop pour jaaykat soleil. loolu sama affaire la damay liggéey ak sama kayit yu bari. waaw suma doom te tawoon ko kayit bi alkaati bi bu ko woon kayit bi moom dina xam. sa alkaati bi xaalis bi moo ko taxoon a jóg wante na giñ ni ci sa kanam dootuma jiñ sàcc. agent alors dégg nga xale bi lu mu wax mu ne na koy jiñ sàcc. papa ji soxna seedi yuuxu fee mënoo leen koo dimbale ngeen bàyyi ko dafa wàcc njabootam kër ga. chef de poste s'il vous plaît bàyyil jigéen boobu mu dem ñibbi kontaan nga léegi. waaw. waaw mu nga dem ñibbi. bismillahi rahmani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman lam yabdu mislan mustawa muhammadi siran wa jaran fil baraya samadi madalana l'islam wal kufra ma'a wa binati. Merci. Alors, voilà, je trouve que dans cet extrait, là aussi, Djibril Diop Mambéty arrive avec des moyens très simples à dire l'émotion intérieure du personnage de Sili. Effectivement, il n'y a rien de surjoué. C'est même assez monocorde, hein, la manière dont les choses sont dites. Donc, dans un premier temps, l'arrestation avec le policier qui la suspecte de quelque chose de louche. Elle ne devrait pas avoir en sa possession un tel billet. Ensuite, le moment où il lui dit « je t'embarque », mais où en fait, c'est elle qui l'amène au commissariat. Hein, elle passe devant et il la suit. Et elle va au commissariat pour finalement se plaindre d'avoir été arrêtée. L'aplomb qu'elle a devant le commissaire pour justement dénoncer ces situations d'injustice, celles dont elle est victime, mais aussi, du même coup, celle dont est victime la femme qui est derrière les barreaux, qui est une femme qu'elle côtoie par ailleurs dans la rue, qui est emprisonnée sans vraie raison, et dont elle exige la libération. Donc tous ces moments s'enchaînent
de manière très souple et linéaire. Le policier n'a pas l'occasion de répondre aux objections du commissaire. Mais si je montrais cet extrait, c'est pour les 2 plans sur Silly à la fin. Sur ces 2 plans sur son visage, ce visage presque impassible, mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un très très léger sourire. Un très léger sourire de satisfaction. C'est pas la Joconde, mais pas loin. Et elle a l'image de sa grand-mère qui chante, sa grand-mère aveugle qui chante, et on ne sait pas comment elle se retrouve face à sa grand-mère qui chante, si c'est une image souvenir, une image mémoire, ou s'il y a eu une ellipse dans le film et qu'elle a rejoint sa grand-mère. À ce moment-là, on ne le sait pas encore, on est sur une légère ambiguïté interprétative, mais il y a cette satisfaction dans le regard, et du coup, un autre degré d'émotion qui est ici figuré. Voilà, donc le cinéma a effectivement beaucoup travaillé sur ces émotions qualifiées d'intensives, cette intensité de l'émotion dans le film, dans les plans, dans le montage, dans l'expressivité du jeu des acteurs, dans l'expressivité des visages. Et d'autre part, l'émotion éprouvée par les spectateurs et comment les 2 dialogues s'imbriquent, fonctionnent à des rythmes parfois différents. Donc, d'une part, les émotions que les plans cinématographiques portent en eux, et d'autre part, l'émotion qu'ils suscitent chez les spectateurs. Alors, quand Pascal Bonitzer, dans l'article « Système des émotions », questionne la peur, le rire, les larmes comme étant les émotions les plus massivement exprimées au cinéma, et qu'il demande en existe-t-il d'autres que ces 3-là, il semble atteindre une espèce de butée de l'émotion dans le cinéma, comme si le cinéma ne pouvait pas partager autre chose que ces 3 niveaux d'émotion, mais en même temps, il dit que oui, le cinéma est capable de travailler sur d'autres strates et d'autres niveaux d'émotions, y compris des émotions que l'on ne saurait pas nommer et qui, justement, n'entrent pas dans cette articulation entre émotion et sentiment. Donc ne sont pas de l'ordre du racontable ou du rapportable dont je parlais tout à l'heure. Alors, par rapport à la demande d'Anne Charvin, il me semblait intéressant aussi de voir ce qui se passait du côté du cinéma d'animation, qui ne travaille pas avec des acteurs, mais qui travaille justement avec plutôt des dessins, plutôt avec de la couleur, qui ne travaille pas avec de l'espace scénique, mais qui produit un espace pictural ou un espace qui devient un espace cinématographique. Voilà, j'avais personnellement un souvenir du film Persepolis, qui était un souvenir d'émotion assez forte. Donc Persepolis, qui est un film d'animation tourné en noir et blanc et qui reprend une bande dessinée ou un roman graphique autobiographique, le récit autobiographique de Marjane Satrapi, dans lequel elle raconte son histoire, son enfance à Téhéran. Et j'ai choisi de vous montrer une scène qui, justement, travaille sur différents degrés, différentes intensités d'émotions, qui vont à la fois de ces émotions intensives ou de ces émotions les plus fortes, à des émotions beaucoup plus complexes, beaucoup plus contradictoires, qui sont... voilà, je trouve que Satrapi arrive assez bien à les traduire. Alors, entre le dessin et évidemment les dialogues, entre le dessin et ce qui est dit, ce qui est exprimé verbalement par les personnages, donc dans ce montage entre la narration orale et la narration dessinée. Donc on va regarder l'extrait numéro 5. J'ai choisi un extrait qui était nécessairement un petit peu long pour Persepolis, dans lequel on a plusieurs scénettes qui se succèdent.
et du coup de nombreuses émotions qui vont aussi se succéder. Donc d'abord ce premier moment assez humoristique où Marjane se réveille avec ce rythme de rock dans la tête, ouvre un œil et puis entame cette chorégraphie délirante. Donc ce premier moment de grande énergie. Ensuite, ce moment où elle se rend à l'université et où, avec ses amis, plusieurs choses sont vécues, plusieurs choses sont partagées. D'abord, le fait qu'elle croise celui qui va devenir son petit ami, donc un premier émoi amoureux pour le personnage de Marjane. Ensuite, le cours d'histoire de l'art, où effectivement l'émotion esthétique sur la naissance de Vénus de Botticelli, elle est un peu difficile, vu la manière dont l'œuvre peut être présentée en Iran, nécessairement censurée, mais où en même temps le film montre comment les étudiantes ne censurent pas leurs pensées à ce moment-là, puisqu'elle fait précisément un portrait de son prof d'histoire de l'art en transformant son nez en phallus et en faisant rire toutes ses copines. Donc ce deuxième moment. Ensuite, ce sentiment de liberté qu'ont ces adolescentes dans la voiture, alors que le pays effectivement ne leur permet pas de penser, ne devrait pas leur permettre de penser qu'elles sont libres. Ce jeu qu'elles ont avec le voile et dont on sait à quel point aujourd'hui c'est toujours quelque chose d'actualité et d'important en Iran, cette possibilité de retirer son voile. Et puis enfin, la manière dont elle se sort de cette situation d'angoisse pour elle en désignant quelqu'un d'autre, en accusant un jeune homme de l'avoir potentiellement agressé et en faisant que c'est lui qui est embarqué par la police et pas elle, alors qu'effectivement elle s'était maquillée pour rejoindre son éventuel fiancé, qu'elle avait rendez-vous avec lui, ce qui est interdit dans les rues de Téhéran, et qu'elle fait arrêter un autre type. Et finalement, la prise de conscience vient dans la discussion avec sa grand-mère, qui est effondrée d'apprendre ce que sa petite fille vient de faire, et qui ne supporte pas, et qui part en claquant la porte, en trouvant qu'elle a eu une attitude indigne, non seulement indigne de son éducation, indigne de la mémoire de son oncle, indigne de l'histoire de sa famille, et que le seul sentiment là qu'elle peut avoir doit être un sentiment de honte qui effectivement n'est pas une émotion. La honte n'est pas vécue comme une émotion. La honte relève plutôt de la question du sentiment, dans le sens où c'est construit, c'est beaucoup plus construit socialement que la question de l'émotion. Et ce que Marjane éprouve certainement aussi à ce moment-là, c'est plutôt la question du désamour de sa grand-mère. Ce sentiment où effectivement, elle est peut-être en train de perdre le soutien de celle qui l'a tant soutenue et l'a tant accompagnée dans tout son parcours d'enfance et d'adolescence. Alors, dans le cadre de ce film d'animation, on a ce travail du noir et blanc, ce travail sur des contrastes, mais on a aussi un travail sur de très légers effets de mouvement dans l'espace, de mouvement dans le cadre, de mouvement dans le plan. Il y a des mouvements du personnage, cette chorégraphie initiale, les trajets des étudiantes, les trajets en voiture. Mais on a aussi, à la fin, dans la scène avec la grand-mère, un ralentissement, plutôt des plans fixes, et un très très léger mouvement, soit de recul à un moment donné sur la pièce où se situe Marjane, soit d'avancée vers le visage de sa grand-mère, qui introduisent très subtilement dans le film des intensités variables et qui font sentir ces contradictions dans la pensée du personnage. À la fois, elle est très fière de s'en être sortie, elle rentre chez elle, elle est complètement soulagée, et puis c'est la douche froide de voir la réaction de sa grand-mère qui finalement la recadre et la met dans une logique de pensée qui était jusque-là plutôt la pensée qu'elle partage elle aussi. Et la manière dont
ces très légers mouvements de cadre, ou ces très légers mouvements dans le dessin produisent des sensations pour le spectateur, nous permettent aussi de nous identifier au personnage de Marjane. Alors, je n'ai pas parlé, parce que j'ai peut-être trop pensé que c'était des éléments évidents du rapport à la fois mimétique et cathartique que le cinéma peut avoir pour des spectateurs, adultes ou enfants, et comment effectivement le fait d'être spectateur ou témoin d'une émotion fictive peut produire un effet sur le spectateur, qui se projette par identification dans l'émotion vécue par le personnage, s'y identifie et va pouvoir par là lui-même penser ses propres émotions, les formuler et en faire quelque chose et les construire et se construire avec ce travail d'échange et de dialogue avec l'œuvre d'art. Le cinéma a cette capacité, mais je pense que la question de la catharsis est peut-être beaucoup plus travaillée ou beaucoup plus questionnée ou beaucoup plus théorisée que la question même de la manière dont le cinéma peut produire des émotions. Le critique de cinéma Serge Danet a aussi un petit peu écrit sur les émotions, et ce sont des textes plus tardifs dans sa carrière, des textes des années 90, début des années 90 ou 95, dans lesquels l'émotion est de plus en plus présente. La question de l'émotion est de plus en plus présente dans ses écrits. Danet a beaucoup écrit sur la télévision et sur le cinéma. Il s'occupait de la critique télévision pour Libération pendant très très longtemps. C'est lui qui a fondé la revue Trafic en cinéma. Et c'était un spectateur très, très attentif, très sensible, très fin connaisseur de l'histoire du cinéma. Il n'y a pas de théorie de l'émotion chez lui. Il n'y a pas de construction d'une réflexion systématique sur ce sujet, mais un retour lancinant de plus en plus régulier sur la question de l'émotion dans ses textes. Notamment, il décrit de nombreuses séquences qui l'ont bouleversé, et presque systématiquement, ce dont il parle à propos des séquences qui l'ont bouleversé, c'est la question du mouvement. Il est dans une recherche qui a une dimension empirique. Il ne prend pas un corpus de films historiques. Vraiment, il regarde tous les films, et à partir de là, il construit une réflexion très foisonnante. Et il écrit ceci à un moment donné. Ce mot-là, c'est dans le recueil « L'exercice a été profitable, monsieur ». Ce mot-là, émotion, a fini par résumer ce que j'attends du cinéma. La question, il dit jamais vraiment ce qu'il entend par le mot émotion, il ne la définit pas, mais il dit que c'est ce qu'il cherche au cinéma, ce qui est quand même assez important, me semble-t-il. Et ce qui ressort de ces textes, c'est que l'émotion serait comme un passage. Donc pas un état stabilisé, mais un événement en cours de visionnage du film, un événement en cours de route qui apparaît et qui disparaît. Une espèce de mouvement de ressac qui touche le spectateur, qui le touche quasiment physiquement. Ça passe par une sensation, de la sensation à l'émotion. Et il dit, on peut dire, c'est le moment où on passe d'un temps à un autre. Ce qui pouvait arriver à une image, c'était le mouvement. Alors, sur cette question du mouvement, qu'il éprouve simplement parfois, parce qu'il y a une variation de vitesse dans une scène, parfois en raison d'un micro-mouvement d'un visage chez un acteur ou une actrice, c'est l'impression que le mouvement produit une différence d'intensité dans la perception du spectateur, une différence d'intensité qui naît d'une variation de rythme
et qui agit comme une musique qui émanerait des plans. C'est indépendant du travail sonore du cinéma, mais une musique qui serait propre au montage cinématographique, à l'articulation des plans, au mouvement qui anime un plan, donc au mouvement dans le plan, au mouvement des personnages, au mouvement d'un objet, mais aussi au mouvement qui se transmet au spectateur, au mouvement qui vient de l'écran vers le spectateur. Il y a différents films dont parle Serge Danet, notamment La Nuit du chasseur, où il y a une très très belle description du moment où les enfants arrivent à échapper à Robert Mitchum qui les poursuit. Je ne résiste pas à lire cet extrait. Le moment où Mitchum poursuit les enfants, entre dans l'eau et pousse de vrais cris de bête, et où, sans transition, l'image suivante est celle des enfants endormis dans la barque qui dérive. C'est le plus beau de tous les mouvements. C'est la vie comme elle passe, avec la faculté d'oubli des enfants, avec ces réserves de temps qui tissent des images, comme les nuages font glisser le ciel sur eux-mêmes. Le monde a changé, et c'est bien le même monde. Il continue sur sa lancée. Voilà. Donc, je trouve la sensibilité de Serge Danet ici très très utile à comprendre aussi ce qu'est une émotion de cinéma. Dans sa description, je pense que c'est une séquence dont on se souvient, où effectivement, alors que les enfants sont dans un mouvement plutôt rapide, un mouvement de fuite, ils sont poursuivis et menacés de mort. Finalement, ils arrivent à monter dans la barque. Mitchum les atteint presque, il a juste à tendre le bras, il pourrait se saisir du petit garçon, et puis hop, l'enfant arrive à pousser la barque. Tout d'un coup, il est sur l'eau, Mitchum hurle, et au plan suivant, calme absolu, les enfants, la barque flotte dans l'eau, et il y a une rupture de rythme complètement radicale et stupéfiante pour le spectateur, qui effectivement crée une émotion très très forte. Parce que dans cette émotion-là, tout redevient calme et on revient à un monde tel qu'il était avant, un monde tel qu'il a connu. Et j'ai retrouvé une émotion à peu près semblable en voyant la scène, une des scènes de la fin du film d'animation Adama de Simon Rouby, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui quitte son village pour essayer de sauver son frère. C'est un enfant qui est persuadé qui avant de se soucier de lui, se soucie d'abord de son frère aîné, qui a quitté le village alors que la cérémonie d'initiation n'a pas pu se terminer, et qui a quitté le village pour s'enrôler, pour devenir soldat, pour devenir tirailleur. Et donc son plus jeune frère, qui n'a pas l'âge d'être soldat, va partir, s'embarquer sur un bateau à sa recherche. Et finalement, il le retrouve sur un champ de guerre à Verdun, donc en plein moment de bataille. Et on ne sait pas trop si son frère aîné est possédé, quel est ce rapport à la guerre qu'il a. Et là, il va se produire un événement sur ce champ de bataille qui est que, justement, le petit frère, c'est lui qui va être affaibli, et le frère aîné va devoir le prendre en charge. Et dans ce renversement, le film joue aussi sur un changement de rythme et sur un mouvement inversé. Alors, on va regarder la scène. Donc, c'est l'extrait numéro 7.
possédé. Que ton regard soit purifié. Ouvre les yeux et vois. Adama. Je connais tous les chemins. Par la mer, par la route, par le ciel. Et même celui qui passe à travers la terre. Oui. Merci Abdou.
là aussi, il y a donc ce travail sur le changement de rythme, sur le changement de registre perceptif et sur la question du mouvement. Alors, le passage, je ne sais pas si vous connaissez le film, mais si vous pouviez vraiment identifier les personnages. Donc, il y a les deux frères et ce troisième homme avec le chapeau et avec l'instrument de musique, avec la flûte, qui vient de la même région qu'eux et qui donc connaît leurs coutumes, connaît les traditions et quelque part parle la même langue qu'eux. Donc on a ce premier moment où Adama est asphyxié par les gaz et où c'est cet homme qui intervient en lui donnant son masque à gaz à lui et va l'amener, le conduire jusqu'à son frère, jusqu'à Samba. Et surtout, c'est cet homme-là qui va sortir Samba de cet état un petit peu étrange dans lequel il est depuis le début, où il n'écoute rien, il n'entend rien, il ne veut rien savoir de ce qui vient de sa famille, et où il est complètement hermétique, et où là, justement, dans cette situation de ce champ de bataille, les paroles de cet homme qui vient du même village que lui ont sur lui l'effet, en quelque sorte, de le réveiller. Et là, il prend conscience de ce qui se passe, il voit son frère et il va s'occuper de lui. Ce qui m'intéresse en particulier, c'est le moment où Samba prend son frère dans ses bras, où ils font ce trajet tous les deux, et où on a le supposé point de vue d'Adama, donc sous le masque à gaz, avec ce premier moment où la perspective se renverse, et où on voit un avion s'écraser. Donc il y a quelque chose aussi de la bataille qui touche à sa fin. Les couleurs changent, tout devient dans cette espèce de noir et blanc, ou ces couleurs très, très, très foncées, comme si on était dans un autre monde, ou en tout cas dans un modèle perceptif différent, peut-être provoqué par ce masque ou par ces lunettes, mais qui renvoie à la fois à des images du présent, de ce que Adama perçoit peut-être derrière le masque, mais aussi à des images du passé, d'endroits qu'il a vus, les bateaux, les choses. Ce sont des images souvenirs qui viennent visiblement se mêler en lui dans cette forme très très chaotique, avant qu'il ne reprenne conscience, donc tout à fait à la fin du parcours, comme on l'a vu ici, là, dans la grotte. Donc, juste sur ce moment-là, on voit comment, dans certains plans, qui sont des plans, ce qui est très particulier, c'est que certains plans sont des plans sans mouvement, mais qui produisent un mouvement intérieur, que l'on perçoit à la fois comme le mouvement de l'émotion de l'enfant, de ce mouvement de sa pensée, de ses souvenirs et du malaise qu'il est en train de vivre, mais en même temps des mouvements de la pensée de son frère, qui lui a beaucoup bougé dans cette scène-là, effectivement, et qui entre dans un autre moment, et qui tous les deux sont en train de basculer dans un autre moment de leur vie. Et puis à la fin, je prends moins de temps pour commenter ce moment de la chute, avec à nouveau l'angoisse, l'inquiétude et la peur. Alors, pour conclure, dans les extraits que nous avons vus, nous avons toujours des personnages qui sont devant une nécessité, devant une urgence, et qui quasiment ne peuvent pas gérer leur émotion. Adama, là je parle d'Adama plutôt que de son frère, il est saisi par effectivement cette nécessité de sauver son frère. C'est un enfant tenace qui ne sera jamais apaisé tant qu'il n'aura pas pris en charge intégralement la vie de son frère, et que ce mouvement ne puisse s'inverser. Dans Persépolis, là aussi, il y a une nécessité qui est un besoin, une nécessité de liberté, de retrouver une place à la fois, qui soit à la fois une place de sujet, mais aussi une place politiquement tenable. Pour Sili, il y a une injustice à dénoncer, et puis il y a la satisfaction de cette injustice. Et pour Ahmad, dans Où est la maison de mon ami, il y a l'incompréhension
de ce que produisent les adultes et cette décision, cette audace de l'enfant de se mettre en mouvement. Ce qui les met en mouvement, ce qui les fait tenir dans cette émotion qui les agite, c'est une question d'amitié, c'est une question d'amour, c'est une question de fraternité, c'est toujours le rapport avec l'autre. Systématiquement, dans tous les exemples là que j'ai donnés, et je ne l'étends pas à tous les films, mais à ces exemples, ce sont des personnages chez qui l'émotion va permettre de persévérer dans l'idée de sauver l'autre, mais en voulant sauver l'autre, ils sauvent aussi quelque chose d'eux-mêmes. C'est-à-dire que le souci de l'autre passe d'abord aussi par un souci de soi ou par un souci de l'image de soi, par même un amour pour soi qui va envelopper et protéger la peur qu'ils ont. Et que leur peur, tout ce travail de figuration de l'émotion, de la peur dans ces films, est aussi protégé par ce travail de figuration du respect que les personnages ont d'eux-mêmes, hein, de cet amour qu'ils ont d'eux-mêmes et qui leur permet d'être en contact avec les autres. J'ai parlé à la fois de questions de gros plans, de proximité, de distance, de mouvement, de figuration cinématographique. Et il me semble que l'émotion en cinéma, c'est à la fois une réalité du mouvement propre à l'image du cinéma, ce mouvement qui touche la pensée du spectateur et qui produit de l'émotion chez le spectateur, mais c'est aussi ce mouvement singulier, ce mouvement unique qui affecte chacun de nous, chaque spectateur. Donc c'est ce double aspect du mouvement même du film, ce mouvement propre à l'image de cinéma et ce mouvement interne à chaque spectateur. Alors, il me semble que la manière dont le cinéma, par son travail de figuration, il aurait fallu analyser beaucoup plus en détail chacun des exemples vus, faire une analyse filmique beaucoup plus détaillée. Mais le cinéma, par son travail de figuration, propose une mise en forme des émotions qui permet, me semble-t-il, justement de mettre les émotions en mots pour passer de l'inexpliqué, de l'inexplicable, hein, de cette idée d'un chaos de force qui meuve le personnage ému, pour passer de ce chaos, pour passer de ce magique dont vous parliez tout à l'heure, du chaotique ou de l'inexpliqué, à quelque chose de partageable. Je pense que c'est ça l'enjeu d'un travail sur les émotions ou d'un travail en atelier ou d'un travail pédagogique sur les émotions. C'est vraiment en travaillant sur les films, sur les images, sur la matière même du cinéma, sur le matériau cinématographique, d'arriver par la mise en forme filmique à un travail de mise en forme de la parole, hein, pour comprendre ce chaos de force qui est le chaos des émotions. Voilà, donc je m'arrêterai là-dessus et on a un petit temps pour discuter. Bonsoir, bonjour. Merci pour le choix de ces extraits que pour la plupart j'ai vus avec des élèves en salle de cinéma et que j'ai repris avec eux en classe. Et vous avez parlé du phénomène d'identification et bizarrement, avec les élèves, les jeunes ou les adolescents, le phénomène d'identification ne passe pas par l'émotion. C'est ce que j'ai constaté. Ou une émotion qui est cachée. Le premier réflexe des élèves, quand on reprend, c'est sur le point de vue moral et éthique. Et si on reprend les extraits ou la maison de mon ami, les élèves vont dire, voilà, il y a une injustice, il risque d'être puni parce que on lui a pris son cahier et donc c'est moral
que l'enfant aille retourner, redonner, pour rétablir cette injustice. Pour la petite vendeuse de soleil, c'est une injustice qu'elle ait été arrêtée, c'est une injustice que cette femme soit arrêtée, et il y a l'oppression, il y a le pouvoir, là c'est la police, ça peut être les maîtres, ça peut être les parents, ça peut être l'institution. Pour Persépolis, cette jeune étudiante, c'est injuste, le régime est injuste, et ce qu'elle a commis, c'est très injuste. Elle a fait punir un innocent pour se sauver elle. Et pour Adama, est-ce que c'est juste d'obéir aux traditions, ou est-ce qu'on doit pouvoir choisir la liberté, et est-ce que c'est juste qu'un pays lointain utilise les frères dans un conflit qui ne les concerne pas? Donc c'est l'émotion, après elle vient, mais ce qui vient en premier, c'est l'éthique, la morale, la justice, l'injustice, l'oppression, la liberté, et après on peut aller toucher l'émotion. Alors c'est très très intéressant comme remarque, et moi qui n'ai pas l'expérience de la classe, je ne peux pas en avoir cette conscience-là. Pour moi, ça montre à quel point les enfants sont déjà des spectateurs construits, à la fois socialement et peut-être aussi, enfin, à la fois par la famille et l'école, et que la première réaction de ceux qu'ils peuvent dire, en tout cas, se situe au niveau de la justice, au niveau de cette question morale. Mais si ils arrivent à le formuler, est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'ils l'ont ressenti, sans pouvoir le dire? Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure sur cette distinction entre sentiment et émotion. Le fait que le sentiment est quelque chose qui passe par le fait d'être dit. Le sentiment, il est déjà construit, il est déjà élaboré verbalement, alors que l'émotion, non, et que pour parler des émotions, il faut de la maturité. Et je pense que pour des enfants, il peut être très très difficile de parler de leurs émotions. Et que peut-être, je sais, un passage par le dessin ou un passage par autre chose, par un jeu de rôle, un jeu d'imitation, permettrait avec des enfants de parler plus vite de leurs émotions. Ça, je ne sais pas. Là, il doit y avoir des gens qui le savent beaucoup mieux que moi. Oui, ben j'ai l'avis contraire, moi, justement, de ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que les enfants passent par l'émotion, mais à chaud. C'est-à-dire que je suis responsable de salle, donc immédiatement après les films, dès que la lumière se rallume, on a un échange d'impressions à chaud, tout de suite. Et 99 fois sur 100, on est dans l'émotion. Peut-être qu'après, en classe, il y a une distance, je ne sais pas. C'est d'après ce que je dis, mais vraiment à chaud dans les salles, je peux vous jurer qu'on est dans l'émotion. J'aime pas, j'ai trouvé ça bien, enfin bon, bref, tout ce qui peut argumenter, mais on est dans l'émotion. Ça, c'est à chaud, vraiment immédiatement après le film. Sur école et cinéma, essentiellement. Oui, je pense que c'est aussi une question d'âge. Bon, ça, ouais. Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. Et moi, ça soulève plein de questions, mais si je devais en retenir une, c'est qu'après, on a Les larmes d'Olivia Rosenthal. Le premier court-métrage, c'était des larmes. Et moi, une chose qui me pose problème aujourd'hui dans le rapport au cinéma d'art et d'essai, c'est que parfois, j'adore ça et en même temps, parfois, je n'y vais pas parce qu'on est dans le drame. Et j'avais suivi une fois un cours à la fac qui était sur le déplacement du tragique vers le comique dans les films d'aujourd'hui. Et on a un petit peu ça avec Persépolis, c'est-à-dire qu'on va rire de situations qui ne sont pas forcément drôles. Mais je me pose la question du rire dans le cinéma d'art et d'essai. Et je voulais savoir si, parce qu'il y a une grande cohérence dans votre corpus. Il y a des motifs récurrents, la question de la rébellion, de la dignité, Et on est dans le drame, et plus dans les larmes que dans le rire. Donc peut-être que c'est juste ma réaction et savoir ce que vous pourriez en dire. C'est pas une question clairement exprimée, mais je pense que vous avez sans doute des choses à répondre. Oui, alors effectivement, j'avais un autre extrait que j'ai pas montré, qui pouvait aussi être du côté du drame.
mais où on avait du sourire plutôt que du rire, qui était le film d'Aki Kaurismäki, Le Havre, où on est sur un registre très très retenu, où on ne rit pas, les personnages ne pleurent pas ni ne rient pas, mais on est tout le temps sur cette limite. Alors la question par rapport à Persépolis, effectivement la situation est tellement intenable, tellement insupportable, que la solution que propose Marjane Satrapi, d'alterner ces scènes qui font rire ou sourire avec des scènes de situation plutôt dramatiques, est une solution qui permet de rendre son propos partageable, de partager un propos avec un spectateur, et notamment avec un spectateur occidental. Donc il y a cette question-là de ce que le spectateur supporte. Vous dites vous-même que vous n'avez pas pleuré au cinéma ou de voir des films où cette question de quelque chose de trop dramatique vous serait imposée par le cinéma. Et certains films s'en sortent du côté de la dérision. Certains films, certains cinéastes s'en sortent de ce côté-là. Mais le rire aussi, voilà, c'est aussi un moment non maîtrisé, un moment du corps non maîtrisé qui renvoie à des émotions complexes, lui aussi, qui sont ou des émotions de défense, ou des émotions d'adhésion ou de rejet. Enfin, voilà, on est aussi dans cette tension-là, dans le rire. Ouais. C'est pas... le rire est une manière de faire passer, ou le comique est une manière aussi de faire passer des choses potentiellement très graves. Merci beaucoup, Caroline. Il y a quelque chose que je n'ai pas du tout compris. C'est quand tu dis « le sujet a du mal à maîtriser, le monde devient illisible ». C'était plutôt au début de l'intervention. Oui, à propos des émotions, c'est effectivement quand on est pris dans une émotion, si l'émotion est très forte, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa nature, effectivement, elle nous fait perdre nos repères. Et donc, le monde devient illisible. Le monde tel qu'on le connaissait, on ne le reconnaît plus. C'est pour ça, le monde devient illisible dans le sens où on ne sait plus s'y repérer, et l'émotion va devenir le prisme de notre perception. C'est dans ce sens-là. Est-ce que c'est plus clair? Non? Bon. OK. C'est l'heure? Bon. Les gens de cinéma sont extrêmement ponctuels et c'est formidable. Merci beaucoup. Merci à vous.